À chaque fois que je parle des mères, une phrase revient et c'est toujours la même dans les commentaires, en cabinet, en conférence. Oui, mais pourquoi vous ne parlez jamais des pères? Et souvent, celle qui prononce cette phrase s'excuse presque de le dire, comme si poser la question du père, c'était trahir, changer du sujet ou pire, chercher à diluer ce que la mère a fait. Alors, je vais commencer par la seule réponse juste. Vous avez raison. Les pères comptent immensément. Et je vais vous le prouver. Pas avec mon opinion, mais avec les neurosciences, la recherche universitaire, la sociologie et l'histoire avec un grand H. Parce que dans une enfance marquée par une mère toxique, il y avait presque toujours un deuxième adulte dans la maison, un adulte qui a vu. Et la question qui fait le plus mal n'est pas seulement pourquoi ma mère a-t-elle fait ça, mais où était mon père? Alors aujourd'hui, on répond à cette question et on la resitue dans une histoire beaucoup plus grande que la vôtre. Restez. Je suis Clotilde Soetink, psychogénéalogiste. Et si en effet je parle beaucoup des mères, ce n'est pas pour accuser les mères. C'est parce que la relation à la mère est la matrice de tout le reste. Mais une matrice n'existe jamais seule. Il y a un système autour. Et dans ce système, le père tient une place décisive, y compris par son absence. Alors je vais être claire, parce que beaucoup se sentent pris en faute quand je parle des mères. Nommer ce qu'une mère a fait ne vous rend coupable de rien et ajoute le père au tableau, ne réduit en rien la responsabilité de la mère. Ce n'est pas un concours du c'est la faute de qui, c'est comprendre comment tout un système a laissé une enfant seule. Alors voici le chemin. D'abord, à quoi sert vraiment un père, au sens clinique et neurologique. Ensuite, une plongée dans l'histoire. Où étaient les hommes dans l'éducation des enfants depuis 3 siècles? Puis, enfin, les 5 figures du père défaillant. Et ce que dit vraiment la recherche pour terminer. Abonne-toi, enregistre, partage cette vidéo. Elle peut servir à d'autres et moi, ça encourage mon travail. Fais sonner la cloche. Alors, à quoi sert un père? On va démarrer par cette première question. Et c'est une première idée reçue qui est à démonter, l'idée que le père serait une mère de secours, une doublure. Faux, totalement faux. La recherche montre qu'il a une fonction propre. Commençons par la psychanalyse française, qui n'est pas ma favorite. Françoise Dolto et Jacques Lacan ont nommé la fonction paternelle ou le tiers séparateur. Au début de la vie, l'enfant et la mère forment une bulle, une fusion nécessaire. Mais pour grandir, l'enfant doit pouvoir en sortir. Le tiers, traditionnellement le père, est celui qui s'interpose. Il introduit un autre regard, une autre voix, une autre loi que celle de la mère. Il dit symboliquement, tu n'es pas seulement à elle, il existe un dehors. Quand la mère est aimante, ce tiers ouvre le monde. Quand la mère est toxique, ce tiers devient la seule porte de sortie. Et cette intuition clinique, la recherche contemporaine la confirme. Le psychologue Michael Lamb, professeur à Cambridge et l'autorité mondiale sur le rôle du père, a établi une chose que l'on ignorait encore il y a 50 ans. Le bébé s'attache à sa mère et à son père au même âge, et le père apporte des contributions spécifiques au développement émotionnel, social et cognitif de l'enfant. Pas les mêmes que la mère, des contributions qui lui sont propres. Alors lesquelles? Le chercheur québécois Daniel Paquette l'a théorisé. C'est ce qu'on appelle la relation d'activation. Là où l'attachement à la mère apaise et sécurise, la relation au père ouvre au monde. Il stimule la prise de risque, l'exploration, la confrontation à la nouveauté, tout en posant des limites. Le père, dit Paquette, est un pont vers l'extérieur. Sauf que quand ce pont manque, l'enfant reste enfermé à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la version maternelle du réel. Et je vais vous surprendre avec les neurosciences, car on entend souvent les hommes ne sont pas faits pour s'occuper des bébés. Eh bien, c'est faux. C'est faux et c'est prouvé. La neuroscientifique Ruth Feldman à Yale a montré qu'il existe un véritable cerveau paternel. Chez les pères impliqués, on observe une montée de l'ocytocine, l'hormone du lien, et une activation des circuits cérébraux du soin. Encore mieux, son équipe a montré que le cerveau du père est plastique.
il se transforme au contact de l'enfant. En vrai, plus un père s'occupe concrètement de son enfant, plus son cerveau se câble pour le lien. Vous entendez ça? La portée? La capacité d'un homme à materner n'est pas absente par nature, elle est activée par l'engagement. Ce qui veut dire que le père qui n'a pas été là n'a pas manqué d'un organe, il a manqué d'un choix. Le sien, mais aussi, et on va le voir, celui de toute une époque. Alors, où étaient les hommes? Et c'est une histoire de l'absence. Et c'est le nouveau bloc historique. Avant d'en vouloir à un père en particulier, il faut comprendre une chose vertigineuse. Le père absent n'est pas seulement une histoire de famille, c'est une histoire de société. Et elle n'a que 2 siècles. Remontons en arrière. Avant la révolution industrielle, dans la société paysanne et artisanale, le père travaillait à la maison ou juste à côté, la ferme, l'atelier, la boutique. Il était présent au quotidien et, ceci va vous étonner, il était considéré comme le parent principal pour l'éducation. L'historien américain John Demos l'a documenté. Dans les sociétés pré-industrielles, c'est au père qu'on adressait les traités d'éducation. C'est lui qui était réputé responsable de la formation morale et religieuse des enfants. En cas de séparation, la garde lui revenait souvent de droit. On pourrait parler là du droit des femmes, c'est un autre sujet. L'historienne française Yvonne Kniby-Hiller, dans Les pères, eux aussi, ont une histoire, montre la même chose côté européen. Le pouvoir paternel articulait la reproduction, la transmission du patrimoine et la relation éducative. Et c'est au XVIIIe siècle, avec les Lumières et l'Émile de Rousseau, que l'amour paternel se met à compter autant que l'autorité. Puis tout bascule au XIXe siècle. La révolution industrielle sort le travail de la maison, l'homme part à l'usine, au bureau, à la ville. L'historien Robert Griswold dans Fatherhood in America décrit précisément ce basculement. Le père se réduit peu à peu à une seule fonction, celle de pourvoyeur, de gagne-pain. En quittant le foyer, il cède l'éducation directe des enfants. Naît alors ce qu'on appelle la doctrine des sphères séparées. À l'homme le dehors, l'argent, le public, à la femme le dedans, le foyer, les enfants. Et c'est là qu'intervient une idée à la fois puissante et débattue. La philosophe Elisabeth Badinter, dans L'amour en plus, soutient que l'instinct maternel lui-même serait en partie une construction née au XVIIIe siècle. Et c'est une manière d'assigner aux femmes et à elles seules le soin des enfants. Je dois vous le dire honnêtement, cette thèse est contestée. Des historiens lui ont reproché sa méthode. Mais qu'on la suive complètement ou non, une chose est solide. À partir du XIXe siècle, notre société a massivement féminisé le soin aux enfants et rangé les hommes du côté du travail et de l'autorité lointaine. Autrement dit, quand votre père était là sans être là, derrière son journal, silencieux, absent du quotidien émotionnel, aujourd'hui sur son téléphone portable, il rejouait sans le savoir un scénario social vieux de 150 ans. On avait appris aux hommes que ça n'était pas leur affaire. Est-ce que ça les excuse pour autant? Non. Un scénario n'oblige personne à s'y conformer et beaucoup d'hommes, à toutes les époques, ont fait autrement. Mais ça explique, ça éclaire. Et pour vous, ça change tout. L'absence de votre père n'était pas une preuve que vous ne méritiez pas d'être protégé. C'était en partie l'angle mort de toute une civilisation. Alors la bonne nouvelle historienne, depuis les années 20, puis surtout depuis 40 ans, la figure du père impliqué revient. Ce que vous n'avez pas eu, vos enfants peuvent l'avoir, parce que les scénarios se réécrivent. Parlons à présent de la première figure qui est le père absent. Absent, cela peut vouloir dire parti, divorce, abandon, mort, mais le plus fréquent et le plus insidieux, c'est le père présent absent. Là, physiquement, mais émotionnellement, totalement introuvable. Un homme qui traverse la maison sans jamais y entrer. On ne peut rien lui reprocher de précis, et c'est bien là le problème, pas de scène, juste un vide. Et nous avons vu ce que ce vide retire. Le tiers séparateur, le pont vers le monde, l'autre modèle de réalité. Sans lui, la fusion avec la mère toxique n'a aucun contrepoids. Et la recherche a un mot sur les conséquences, un mot nuancé,
parce que je ne vais pas vous vendre du catastrophisme. La grande revue de la sociologue Sarah McLachlan à Princeton a passé au crible les études les plus rigoureuses sur l'absence du père et le verdict est sans appel. Oui, l'absence du père a des effets réels sur la réalité, sur la réussite scolaire, l'ajustement social et émotionnel, la santé mentale à l'âge adulte, mais ces effets sont plus modestes qu'on ne le disait et sont extrêmement variables. Donc vous n'êtes pas condamné par une absence, vous êtes marqué par elle, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Le mot juste, ce n'est pas de la neutralité, c'est ce qu'on appelle une absence structurante. Parce qu'en fait, le vide aussi façonne. Vous savez, c'est la place vide, la place manquante. Le test. Votre père d'enfance, avez-vous des souvenirs de présence réelle ou surtout une silhouette, une ambiance, quelqu'un de lointain? Si c'est la seconde réponse, cette figure vous concerne. Parlons de la figure 2, le père complice, le témoin qui n'a rien fait, pas vu, pas pris. Deuxième figure de le cœur de cette vidéo, c'est le père complice, celui qui a vu, qui a su et qui n'a rien fait. Il n'a peut-être même jamais levé la main. Et c'est ce qui rend cette blessure si dure à nommer. Sa faute est une omission. Il était là quand votre mère vous rabaissait, vous manipulait, vous punissait injustement. Il a baissé les yeux, il a regardé ailleurs, il a dit écoute ta mère, il a choisi la paix du couple contre la protection de son enfant. La psychiatre Judith Herman de Harvard, dans son livre fondateur Trauma et guérison, a écrit une phrase que je voudrais que vous gardiez à vie. Elle a dit que face à la violence, le témoin est sommé de choisir un camp et qu'il est tentant de choisir celui de l'agresseur, car, je cite, tout ce que l'agresseur demande au témoin, c'est de ne rien faire. La neutralité n'est pas neutre en réalité ici. Le silence protège toujours celui qui frappe, jamais celui qui est frappé. Et Alice Miller a nommé l'autre versant, essentiel. Un enfant maltraité peut survivre à presque tout s'il a un seul témoin secourable, un adulte qui nomme, qui valide, qui dit ce que tu vis n'est pas juste. Le père complice, c'est exactement le témoin qui aurait pu tout changer en une phrase et qui s'est tu. Il ne vous a pas seulement mal protégé, il vous a privé du seul recours possible. C'est pour ça que la trahison du père complice fait parfois plus mal, 30 ans après, que la violence de la mère. D'un agresseur, on attend qu'il agresse. Du témoin, on attend qu'il sauve. Le mot juste ici, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une complicité par omission. Ne rien faire était un choix. Le test. Y a-t-il une scène où votre père aurait pu s'interposer et ne l'a pas fait? Si une image vient de vous traverser, vous avez cette figure. Parlons à présent du père enfant, celui dont il fallait en plus s'occuper, immature, fragile, dépendant, parfois lui-même sous l'emprise de votre mère. Cet homme n'a jamais tenu sa place d'adulte. Et quand un parent reste un enfant, quelqu'un doit prendre le relais, souvent la fille. Vous n'aviez pas un parent qui manquait, vous en aviez deux à porter et aucun pour vous porter. C'est ce qu'on appelle la parentification dont j'ai parlé déjà dans une autre vidéo, avec une nuance douloureuse. Le père enfant vous a parfois semblé un allié. Il vous a pris pour sa confidente. Contre la mère, il pouvait être doux, complice, presque un frère, mais un frère ne protège pas. Un allié à hauteur d'enfant ne peut pas être le tiers qui met à l'abri. Winnicott rappelait que la fonction du père est de soutenir le cadre, de tenir pour que l'enfant puisse s'appuyer. Le père enfant, lui, a besoin qu'on le soutienne. Le cadre repose alors sur les épaules de la fille. Le mot juste, ce n'est pas de la tendresse entre égaux, c'est une invention des rôles. Un enfant ne devrait jamais être le pilier d'un adulte. Le test. Avez-vous, enfant, consolé, protégé, été la confidente de votre père? Si oui, cette figure est présente. Quatrième figure, la plus visible, la plus lourde, le père bourreau. Celui dont la violence verbale, physique, psychique, émotionnelle faisait la loi. Ici, pas d'omission, une présence écrasante. Le père bourreau ne manque pas, il occupe tout.
Sa colère et le climat, on guette son pas dans l'escalier, on apprend à lire son visage pour survivre, et souvent, la mère n'est plus la seule figure toxique, parfois elle est elle-même une victime ou une complice terrorisée. La plus grande page écrite sur ce père, c'est la lettre au père de Franz Kafka. Plus de 100 pages adressées à son propre père, jamais envoyées. Kafka y montre ce que fait un père écrasant. Il ne bat pas forcément, il rapetisse. Il rend l'enfant minuscule, coupable d'exister, incapable de croire en sa valeur. Et j'ajoute ici une nuance que la recherche impose par honnêteté. Le sociologue Paul Amato, dans une méta-analyse de 92 études, a montré que ce qui abîme le plus les enfants, ce n'est pas tant l'absence d'un parent que le conflit et la violence. Autrement dit, et c'est terrible à dire, face à un père bourreau, son départ aurait parfois été une protection. Si vous avez ressenti du soulagement quand il est parti, vous n'êtes pas un monstre, vous êtes juste lucide. Le mot juste ici, ce n'est pas de la sévérité éducative, c'est une terreur organisatrice. Elle a structuré votre rapport au monde et à l'autorité. Le test. Enfant, aviez-vous peur physiquement de votre père? La réponse honnête ici suffit. Parlons à présent du père idéalisé. Lui au moins. Le père idéalisé, et c'est peut-être la figure qui se cache le plus derrière la phrase «Oui, mais les pères». Le père idéalisé. Voici ce qui se passe. Grandir avec une mère toxique crée un besoin vital, sauver au moins un des parents. Un seul bon objet auquel se raccrocher, sinon le monde entier devient invivable. La psychanalyste Mélanie Klein a nommé ce mécanisme le clivage. Pour survivre, le psychisme sépare radicalement le tout mauvais du tout bon. La mère devient la mauvaise et le père, même absent, même faible, même complice, devient le bon, le refuge, le doux. Lui au moins, il m'a rien fait. Mais regardons la phrase de près. Il ne m'a jamais rien fait. Ben justement, ne rien faire quand l'autre détruit, ce n'est pas de la douceur, c'est, et on l'a vu avec Judith Herman, une forme de complicité. L'idéalisation du père est une magnifique stratégie de survie de l'enfant et un terrible piège pour l'adulte. Parce que tant que vous idéalisez celui qui n'a pas protégé, vous ne pouvez pas voir toute votre histoire. Vous défendez celui qui ne vous a pas défendu. Alors je vous le dis avec une immense douceur, parce que je sais combien ce lien est précieux. Reconnaître que votre père aussi a failli n'efface pas les bons moments et ne fait pas de lui un monstre. Ça vous rend, à vous, la réalité entière, et c'est seulement à partir du réel entier qu'on se répare. Le mot juste, ce n'est pas de l'amour lucide, c'est un clivage protecteur. Il vous a sauvé enfant, il vous limite adulte. Le test. Défendez-vous toujours votre père par un lui au moins il n'a rien fait? Alors regardez bien ce rien, il en dit long. Je voudrais à présent vous parler de Claire. Je resterai très vague, mais je vais vous parler de Claire, qui est une femme que j'ai eue en accompagnement, avec une histoire un peu composite. Alors Claire a 46 ans, elle vient évidemment pour sa relation à sa mère, qu'elle décrit comme dévorante, mais chaque fois qu'on approche de son père, elle s'illumine. Lui, c'était mon refuge, il était tellement doux. Pendant des semaines, le père est intouchable. Puis un jour, en racontant une scène, sa mère l'humiliant à table, elle devait avoir 12 ans, elle s'arrête net et elle dit: «Il était là, il beurrait sa tartine et il n'a pas levé les yeux. Il n'a jamais rien fait». Ce qui monte alors, ce n'est pas de la haine, c'est un chagrin immense, plus ancien que celui qu'elle portait pour sa mère. Le chagrin d'avoir attendu pendant toute une enfance un homme qui beurrait sa tartine. C'est exactement là que le travail, le vrai, a commencé. Ce que dit vraiment la recherche. Allons vers la synthèse honnête et récapitulons sans militantisme ce que les données établissent. 1. Le père a une fonction propre, irréductible à celle de la mère. La recherche de lambes et de paquettes le montre. 2. La capacité paternelle aux soins est biologiquement réelle et s'active par l'engagement. Les neurosciences de Feldman le prouvent. 3.
L'absence et surtout le conflit paternel ont des effets réels sur l'enfant, quoique variables. Matlenhan et Amato le confirment, sans catastrophisme. 4. Cette absence est en partie un héritage historique, un scénario social de 2 siècles. Niebüller, Griswold, Demos l'ont retracé. Ce que tout cela dit ensemble, c'est ceci. Votre père avait une place réelle à tenir, il en avait la capacité, il a subi une époque qu'il y a mal préparée, et il est quand même resté libre de ses choix. Les 4 choses sont vraies et en même temps. Tenir les 4, c'est sortir à la fois de la naïveté et de la rancune. Cependant, pourquoi comprendre ne suffit pas? Et maintenant, la vérité que moi je vous dois. Comprendre tout ça, nommer chaque figure, la resituer dans l'histoire, c'est absolument nécessaire et c'est fondamental. C'est la première étape. Mais le nom, NOM, ne rouvre pas la porte que le Père n'a pas ouverte. Ces empreintes ne sont pas que des idées, elles sont dans votre corps, dans la façon dont vous vous figez devant un homme en colère, dont vous cherchez ou fuyez la protection, ce que vous rejouez dans vos relations amoureuses, dont vous défendez encore celui qui s'est tu. Ces réponses, elles sont corporelles, on ne les défait pas par la seule lucidité. On les défait en travaillant 3 niveaux ensemble. La nomination clinique, elle est faite ici. Un travail de psychogénéalogie pour rendre à chacun, la mère comme le père, sa part exacte. Et un travail somatique pour que votre corps réapprenne ce qu'est une présence sûre. Et c'est la méthode que j'ai construite qui s'appelle le protocole des clics. Vous pouvez trouver toutes ces informations, le protocole des clics, les outils, mes travaux, mes recherches et mes ressources, mes outils gratuits, sur mon site clotildesoetink.fr. À bientôt de l'autre côté et merci pour vos commentaires qui suivront cette vidéo, j'aurai plaisir à y répondre.